notre premier panel, ce sont les meilleures stratégies de décentralisation économique pour l'avenir de la Côte d'Ivoire. On va échanger sur ce sujet et je vais peut-être prendre place et puis je vous laisserai, on a 1h15, hein, c'est ça, d'échange et 15 minutes de questions. Et donc je vous laisserai le floor pour les questions au bout des 1h15 d'échange. Merci beaucoup. Alors, merci d'être parmi nous, chers panélistes. Madame la ministre, j'aimerais commencer avec vous. Effectivement, la première question qu'on va se poser, c'est d'abord, on connaît la situation économique de la Côte d'Ivoire, on connaît la situation de la décentralisation. Il y a énormément de concentration sur la zone d'Abidjan. C'est vrai, c'est une grande économie. Mais quels sont aujourd'hui les pôles que vous envisagez, les pôles de développement économique futurs et actuels d'ailleurs, que vous envisagez sur la Côte d'Ivoire? Comment est-ce qu'ils se présentent et qu'est-ce qu'ils vont devenir dans l'avenir? Allô. Écoutez, monsieur le modérateur, merci beaucoup. Je vais commencer par saluer les organisateurs de la cérémonie et l'opportunité qu'ils nous donnent de participer à cette rencontre de haut niveau et d'échanger sur ces thèmes qui sont des thèmes importants aussi, à la fois pour notre propre compréhension, à la fois en termes de débat par rapport à la société, par rapport à la jeunesse. Je pense que les plateformes que vous offrez sont des plateformes tout à fait pertinentes. Saluer ceux qui sont sur le panel avec nous, d'avoir accepté de se prêter au jeu, et aussi vous-même en tant que modérateur, donc vous saluez. Alors, les pôles, c'est ça, hein, la question, c'est les pôles économiques actuels ou ceux que le gouvernement compte mettre en place. Effectivement, vous l'avez dit, aujourd'hui, le premier pôle économique, c'est bien sûr Abidjan. Abidjan est grand. Abidjan est le principal centre de production de la richesse au plan national. En termes de population, nous n'atteignons pas les 10 millions. Ce n'est pas encore un mégapôle, mais il n'est pas souhaitable d'y aller parce que lorsque les villes grandissent de façon démesurée, ça, comment on va dire ça, ça enlève de la compétitivité à l'activité économique. Il faut désengorger les villes sur le plan économique. D'où l'intérêt pour l'État de faire en sorte que les populations puissent être retenues sur les territoires. Et en 2015-2016, nous avons adopté ce qu'on appelle les pôles économiques compétitifs. C'est la stratégie de développement par les pôles économiques compétitifs en Côte d'Ivoire. En réalité, nous avons regardé les potentialités des régions, les potentialités des territoires et regardé comment est-ce qu'on peut stimuler l'activité économique pour en faire des pôles de développement. Et nous avons alors, en réalité, nous avons défini 31 pôles. Donc ça correspond en réalité à tes districts, aux régions, oui. Mais avec des tailles différentes, des fonctions différentes. Les pôles sont définis en fonction des potentialités des régions et il y a bien sûr des connectivités fonctionnelles entre les différents pôles. Les 7 pôles principaux, c'est pour ça que j'ai la feuille parce que je ne les retiens pas de tête. Les 7 pôles principaux, alors on les appelle les pôles économiques principaux. Vous avez bien sûr Abidjan, San Pedro, Man, Yamoussoukro, Bondoukou, Bouaké et Korogo, qui vont être des pôles autour desquels vont se développer aussi d'autres pôles qui sont soit des pôles secondaires, soit des pôles locaux. La stratégie pour l'État, c'est de donner à ces pôles à la fois les infrastructures nécessaires, les équipements nécessaires en fonction des spécificités qu'on leur assigne. Bien sûr, en termes d'infrastructures, les infrastructures de base, l'eau, l'électricité, l'éducation, la santé, c'est un minimum. Au-delà des pôles économiques, c'est les infrastructures sociales de base,
bien sûr, il faut les infrastructures de connectivité et ensuite des équipements spéciaux. Si vous voulez faire, par exemple, un port, nous avons l'autre port de San Pedro. Si vous voulez en développer un autre, il est bien sûr des équipements, des investissements spéciaux pour pouvoir leur donner les spécificités nécessaires. Donc, autour de ces 7 pôles principaux, vous avez 7 pôles secondaires et 19 pôles locaux. Et l'État développe des régions, des projets pour pouvoir donc leur permettre d'émerger. Abidjan a déjà émergé. Vous avez vu que nous avons ce qu'on appelle les agropoles, qui sont en train de s'installer. Nous avons l'agropole de Yamoussoukro, qui était d'ailleurs une ville universitaire et qui est en train de s'industrialiser, de s'affirmer aussi comme un pôle industriel parmi les pôles économiques. Vous avez Korogo également, qui a reçu beaucoup d'infrastructures et qui donc va fédérer autour un certain nombre de pôles de moyenne taille. Et vous avez San Pedro, qui était déjà une ville industrielle et qui commence à s'équiper suffisamment donc, pour pouvoir créer de l'émulation et de la synergie avec les villes et les activités aux alentours. Donc l'idée, si je comprends bien, c'est, alors vous avez parlé effectivement des infrastructures, donc c'est de doter ces différents pôles en devenir d'infrastructures de base suffisantes pour ensuite développer leur aspect fonctionnel plus facilement. C'est ça. L'idée, bien sûr, on espère que ça va être des villes économiquement développées, donc où va s'installer le secteur privé. Le rôle de l'État, c'est justement de créer l'attractivité. Cette attractivité, vous ne pouvez l'avoir qu'à travers les équipements, tout ce qui est infrastructure d'accompagnement à l'activité du secteur privé. Je l'ai dit, il faut des routes, il faut des écoles, il faut de la fiscalité, donc un code d'investissement qui puisse encourager. Donc tout ça, c'est ce que l'État va essayer de faire. Bien sûr, parfois des infrastructures lourdes, on est en train de faire des marchés de groupe pour pouvoir faciliter. Dans quelle région? Il y a le marché de gros de Boaké, mais je crois qu'il y a des marchés de gros dans presque tous les grands centres que j'ai indiqués qui sont en projet au niveau du ministère de l'Industrie, puisqu'on parle du futur, au niveau du ministère du Commerce. Donc des marchés de gros qui devraient permettre de facilement à la fois attirer la production des pôles secondaires en vue de les évacuer vers de plus grands centres de commercialisation. D'accord. Très bien. Alors, merci beaucoup, Madame la Ministre. Monsieur Kouassi, j'aimerais bien directement vous faire intervenir là-dessus parce que donc effectivement l'État a pensé de nouveaux pôles de développement. Bon, ça fait déjà un moment que l'État y travaille. Est-ce que vous, du point de vue de la CIE, c'est quelque chose que vous arrivez à entrevoir parce que naturellement en termes d'énergie, il faut que le réseau énergétique soit suffisamment déployé dans ces différents pôles. Est-ce que vous avez la même lecture pour anticiper ce que l'État prévoit en termes de développement? Est-ce que vous avez la même lecture de votre déploiement énergétique sur le territoire ivoirien? Ok, merci. Il faut dire qu'au niveau de l'électricité, le facteur qui va guider donc, le développement des réseaux électriques, c'est premièrement la demande. Donc c'est là où il y a la demande que le réseau électrique va se développer, aussi bien de façon surfacique en termes d'extension du réseau, que des développements aussi en profondeur en termes de renforcement. Donc cette demande-là, donc, elle peut être, on va dire, explicite. Le réseau existe déjà, il y a un industriel qui s'installe, il veut l'électricité, donc nous allons nous rapprocher de lui. Mais cette demande peut être aussi implicite, comme l'a dit Madame le ministre, par la volonté de l'État. On peut créer des pôles économiques, on peut créer des développements, on peut aménager des zones de développement. À partir de ce moment-là, le réseau va s'étendre vers ces zones-là. Et donc tout ceci s'est fait à travers un schéma directeur qui est géré par l'État lui-même, à travers Côte d'Ivoire Énergie, qui va donc identifier les besoins, les planifier, chercher des financements et puis passer à la phase donc, réalisation. Quand vous regardez bien, vous voyez que dans le cadre du programme du gouvernement, le PSGouv, il y a un important projet d'électrification rurale et suivi par un programme d'électricité pour tous que nous développons,
que l'État nous a confié donc le développement. Donc voilà un cas spécifique où il n'y a pas de besoin explicite, mais l'État décide que dans cette région, dans cette localité, nous allons apporter l'électricité et puis susciter donc, disons, le raccordement des clients pour qu'ils puissent bénéficier de cette électricité-là qui participe justement à améliorer son niveau de vie. Voilà, donc en gros, on peut dire que le développement de l'électricité se fait en fonction de la demande ou en fonction de la volonté politique, la création par exemple des zones aménagées. Hein, par exemple, Mme Lemina parle de la zone industrielle à la sortie d'Abidjan. Donc c'est une zone qui est décrétée. À partir du moment où c'est décrété, alors toutes les infrastructures vont aller dans le sens de s'implanter, de s'intensifier. Mais encore une fois, tout ceci rentre dans le cadre d'un schéma directeur. Et quand on le sait en amont, en fait, la mise en œuvre est beaucoup plus facile pour accompagner le gouvernement dans cette volonté d'aménager des zones, spécialement des pôles économiques ou alors des zones où les populations vont bénéficier beaucoup plus d'électricité. Donc aujourd'hui, vous êtes adossé sur la planification du développement de l'État pour justement déployer la capacité, par exemple, de la CIE, mais de la SODECI aussi. Est-ce que vous avez connu, par exemple, des difficultés ou est-ce qu'il y a des enjeux? Je sais que dans le Nord, il s'est développé une grande capacité industrielle sur la noix de cajou, par exemple. Est-ce que c'est quelque chose qu'au niveau de la CIE, vous avez ressenti comme un enjeu difficile à relever? Est-ce qu'il y a eu des difficultés justement à absorber ce type de capacité? Parce que là, on ne parle pas du grand public, on parle de capacité industrielle. Est-ce que pour vous, c'est un véritable enjeu, c'est une difficulté? Alors, c'est un enjeu important, mais il faut analyser donc votre question sur deux axes. Hein. Premièrement, sur l'axe réseau pur, comme je l'ai dit, ça obéit à une certaine règle. Identification des besoins, planification dans un schéma directeur, recherche de financement et puis planification de l'exécution. Sur ce point-là, c'est un processus technique qui est rigoureux et qui quand même peut prendre un peu de temps parce que pour faire tout ce parcours, il peut se passer 1 an ou 2 ans. Mais c'est un processus technique qui est bien maîtrisé, aussi bien au niveau de Côte d'Ivoire Énergie qu'au niveau de l'État. Par contre, l'exploitation de ces réseaux-là, nous n'avons pas de difficultés parce que déjà, au niveau de la CIE, nous avons une structure très décentralisée. Nous avons 14 directions régionales. Et ces directions régionales sont dotées de moyens humains, matériels et puis logistiques pour pouvoir opérer en toute autonomie sur le territoire, le périmètre qui leur est concédé, et pour absorber donc les charges liées à l'exploitation du réseau, les raccordements, la prise en charge des sollicitations des clients et puis surtout accompagner ces clients-là dans la consommation d'électricité. Donc, pour me résumer, nous n'avons pas de difficulté à absorber cette charge-là, puisque déjà, à la base, nous sommes décentralisés, nos équipes sont déjà en place. Dans une direction régionale, pour avoir 200 à 300 personnes avec plusieurs dizaines de véhicules, le matériel, le stock est décentralisé pour leur permettre justement d'avoir cette autonomie-là. Donc sur ce point-là, on accompagne bien le gouvernement dans sa politique de développement. Une fois que l'investissement est fait, il n'y a pas de problème. Nous sommes prêts à accompagner disons, le gouvernement dans la concrétisation de cet investissement. Très bien. Donc que ce soit sur la maintenance ou sur la production, la distribution, de toute façon, pour l'instant en tout cas, pas d'enjeu majeur en termes de capacité d'absorption du point de vue de la CIE. Capacité d'absorption, on n'a pas d'enjeu majeur. Par contre, j'ai dit, par contre, la planification pour pouvoir faire le développement, mais là c'est une autre paire de manches qui est bien suivie par Côte d'Ivoire et le gouvernement. Mais sinon, au niveau de l'exploitation, maintenance, exploitation, prise en charge des clients, ça, nous n'avons aucun problème. Nous sommes effectivement, nous sommes dans le contrat de concession que nous avons avec l'État, c'est notre cœur de métier, ça, d'exploiter justement les infrastructures que l'État met à notre disposition. Parfait, merci beaucoup. Monsieur Yensier, j'aimerais bien vous faire intervenir parce que, surtout en qualité d'élu, parce qu'effectivement, alors je n'ai pas fait mes devoirs, donc je ne sais pas de quelle région est-ce que vous êtes l'élu. Est-ce que vous pouvez nous expliquer si vous, dans votre région, vous voyez ce déploiement de l'État-là, cette planification du développement en pôle économique futur, est-ce que vous arrivez à le pressentir dans votre région?
Merci, monsieur le modérateur. Je prends pour mon compte les remerciements adressés par madame le ministre aux organisateurs, notamment au PDG de Bloomfield et toute son équipe. Elle dit qu'une fois de plus, on est heureux de se retrouver dans le cadre de cette conférence risque pays à intervenir pour éclairer davantage les acteurs sur les enjeux et surtout cette année les enjeux de développement en termes de pôle économique. Oui, je ne suis pas élu régional, je suis un élu communal, une petite commune à Diaké qui, en termes d'apport au PIB, n'est pas le plus important. Sauf que je suis quand même acteur national de tout ce qui se passe. Je comprends bien que, madame l'a dit tantôt, l'État est dans une démarche volontariste de créer des pôles économiques pour essayer de ne pas faire d'Abidjan une mégapole, avec tout ce que ça comporte comme nuisances actuelles et futures. Et dans cette démarche volontariste, effectivement, les zones sont ciblées en fonction de leurs potentialités. Je suis dans une zone où le tourisme est l'élément le plus en vue. Il y a aussi des potentialités agricoles. Et comme elle a dit, l'État doit créer les conditions, les prérequis pour l'installation du privé. Les conditions à créer par l'État, c'est les infrastructures routières, c'est la bonne zone de tout ce qui est commodité, facteurs de production, l'eau, l'électricité. Ça, on le remarque parce que en 10 ans quand même, dans cette zone-là où les coupures d'électricité étaient monnaie courante, où les pénuries d'eau étaient parfois très souvent pénalisantes pour tout le monde, aujourd'hui, on sait des choses qui sont presque vues comme du passé. Et ça traduit un peu que, bon, comme quoi les choses montent en puissance, l'État monte en puissance en la matière pour créer les conditions d'installation du privé. Dans la zone aussi, il y a des nouvelles industries qui sont installées, une zone industrielle qui a été créée à Beaunois, qui a bénéficié justement de l'accroissement des capacités de production de l'énergie et de l'apport d'eau, et qui aujourd'hui est un agropole qui aujourd'hui aide à développer, à transformer tout ce qui est production locale, notamment agricole, au palmier à huile, au textile, à l'EVA, ces zones-là. Ailleurs, je pense que c'est le même processus, mais je comprends bien que c'est une volonté d'y aller, ça va commencer difficilement, parce que toute la région n'a pas la même potentialité. Et comme on l'a dit, un agropole, un pôle économique, il doit avoir de la profondeur en termes de marché. On ne peut pas en créer partout. En créer partout, à tout bout de champ, ce ne sera pas viable. Il faut arriver à vraiment analyser un peu, apprécier les potentialités de chaque région pour qu'en créant un pôle économique, ça aide l'attrait pour le privé et surtout que ça aide l'impact en termes de production des richesses pour l'économie. En termes d'infrastructure, il y a eu effectivement de gros travaux d'infrastructure dans la région à laquelle vous appartenez. Donc toute la région Adiaké, Assigny, etc. commence à se désenclaver. Et je pense que ces infrastructures sont effectivement, vous l'avez dit, pour l'hôtellerie, sont essentielles. Est-ce qu'aujourd'hui, vous voyez des acteurs de ce secteur-là, de l'hôtellerie, venir se présenter à la porte d'Adiaké et où est-ce que vous travaillez, par exemple, avec les communes de votre région, à une stratégie peut-être consolidée, commune, pour justement attirer ces acteurs de l'hôtellerie là vers vous? Parce que ce n'est pas la même hôtellerie qu'Abidjan. Abidjan, c'est plus une hôtellerie d'affaires. Adiaké et Assigny, ce sera plus une hôtellerie de loisirs. Est-ce que c'est quelque chose que vous arrivez à structurer à votre niveau communal? Je ne voudrais pas mettre à la place du ministre du Tourisme, donc c'est la matière. Mais simplement dit qu'en tant que maire, effectivement, je saisis tout ce qui est développement d'infrastructures comme une opportunité. Une opportunité en termes d'attrait des potentiels investisseurs dans la zone. Et en la matière, effectivement, nous faisons des démarches. Nous avons au niveau du conseil municipal une commission chargée justement de ces choses-là. Et on est toujours heureux de savoir que dans ces zones-là, il y a l'actuel, les choses en cours et les choses à venir. Dans la zone d'Adiaké, par exemple, c'est prévu pour qu'il soit créé la première ville universitaire de Côte d'Ivoire. Une ville universitaire, c'est un afflux de personnes, c'est à terme 50 000 personnes nouvellement à installer dans la zone. Forcément, ça a un impact sur tout ce qui est lié à l'économie locale. L'économie locale en termes de production, en termes de consommation. Et moi, ça a un impact aussi en termes de personnes extérieures qui viendraient, puisqu'il est prévu qu'il soit dans l'industrie du cinéma et tout ce qui est culturel qui serait installé dans la zone.
Donc nous, aujourd'hui, en tant que commune, nous, dans la planification même de notre urbanisme, on prévoit déjà des zones dédiées à ce type d'industrie-là. Et forcément, si à l'occasion de cette conférence, des personnes sont intéressées éventuellement à faire des investissements directs dans le secteur, nous sommes là pour les guider et surtout leur offrir les opportunités en termes de foncier pour assurer cela. Merci beaucoup. Alors, on va revenir sur cette question parce que c'est vrai qu'on a l'intuition, en tout cas de l'extérieur, que l'État est vraiment le planificateur et on a plutôt l'intuition que les collectivités n'ont pas forcément la main sur justement ce développement de ces nouveaux pôles-là. Mais on va y revenir. J'aimerais d'abord faire intervenir M. Ehui, qui effectivement est vice-président du patronat, mais surtout en qualité de banquier, parce qu'on vous connaît aussi au sein de Versus Bank. Et moi, j'aimerais savoir, est-ce qu'aujourd'hui, vous le voyez concrètement venir des acteurs, des entreprises, par exemple, qui viennent travailler avec la banque Versus ou avec d'autres banques, naturellement, qui viennent travailler, mais qui sont implantés à l'intérieur du pays, dans ces régions-là qui ont été citées par Mme la ministre, et qui ont justement des stratégies ambitieuses de déploiement avec de vraies perspectives en face. Est-ce que c'est quelque chose que vous arrivez à palper concrètement aujourd'hui? Ou est-ce que ça reste encore le futur? Merci. Je voudrais dire que j'ai aussi la casquette, n'est-ce pas, du président de l'APBFCI, donc je parlerai plutôt au nom de l'ensemble des banques, pour ne pas qu'on ait l'impression qu'on intervient pour Versus Bank. C'est vrai que l'État aujourd'hui met en place des infrastructures pour favoriser, n'est-ce pas, la décentralisation. Avant même d'évoquer l'attrait du privé pour, n'est-ce pas, il faut dire que la condition essentielle, c'est qu'on devrait étudier cette décentralisation en tenant compte du principe d'autonomie, sur le plan administratif d'abord. Beaucoup a été fait. On a créé, n'est-ce pas, les régions. Aujourd'hui, on s'organise pour les 31 régions autour desquelles on veut développer des pôles économiques. Mais il faut que la libre administration de ces régions-là soit renforcée. Et je pense que le pouvoir public y travaille. Parce qu'aujourd'hui, au niveau, n'est-ce pas, du privé, on n'a pas de difficulté à nous installer à l'intérieur, même en étant à Abidjan. Or, si je comprends bien l'objectif, c'est de désengorger Abidjan. Créer les infrastructures pour que, en étant à l'intérieur, on puisse, n'est-ce pas, avoir accès à toutes les commodités. Mais pour ma part, cela ne pose pas de problème du tout. Et donc, nous travaillons au sein, par exemple, de la CGC avec, au niveau de CPC, à favoriser, par exemple, des créations d'entreprises de personnes qui sont à l'intérieur du pays. Autrement, tout le monde reste à Abidjan. On peut rester à Abidjan. Et puis, avec la distribution technologique, avoir, n'est-ce pas, des antennes, n'est-ce pas, à l'intérieur du pays. Mais j'estime que si on veut vraiment avoir un développement inclusif, il faut aller au-delà. Au-delà, donc, faire en sorte qu'au plan local, celui qui veut créer son entreprise n'ait pas besoin de venir à Abidjan. Et à cela, le CPC travaille, en accord, bien sûr, avec la CGC, de manière à ce que partout où ces zones vont être créées, les promoteurs aient la facilité. C'est pour ça que tout à l'heure, Madame le ministre a parlé, n'est-ce pas, de l'accompagnement de l'État pour, je dis, le secteur privé. Par exemple, s'il y a la connectivité et que les choses peuvent se faire en ligne, aujourd'hui, on a les moyens de le faire. Donc, pour nous, je dis qu'il n'y a pas de problème particulier à ce qu'on puisse suivre le mouvement. Vous avez anticipé sur une question que j'allais me poser sur le plan administratif. Bon, on va revenir sur parce que pour l'instant, il y a une partie de ma question qui n'est pas encore répondue, c'est est-ce qu'aujourd'hui, on voit des clients corporate, par exemple, des clients entreprises des régions qui viennent vers les banques solliciter du financement et qui sont actives aujourd'hui sur le... Est-ce que déjà ça, on en voit beaucoup? On en voit, et puis, comme vous voyez, n'est-ce pas, au niveau, par exemple, des banques... la création d'agences. La plupart des banques, n'est-ce pas, essaient de se rapprocher du cercle clientèle qui est à l'intérieur du pays. Les banques à réseau, les réseaux s'étendent. Tout n'est pas concentré qu'à Abidjan. Et donc, de ce point de vue-là, effectivement, les donc zones... c'est déjà un indicateur. Voilà, tout à fait. Où il y a un intérêt économique évident. Si vous voyez, prenez une ville comme San Pedro, la plupart des banques ont au moins 2 ou 3 agences à San Pedro. Parce qu'il y a un potentiel très fort à San Pedro. Et maintenant, comme vous développez des zones comme Korogo aussi, où il y a, n'est-ce pas, un potentiel,
naturellement, les banques vont aller s'installer donc, dans ces zones-là. Donc c'est déjà un indicateur plutôt positif. Tout Maintenant, alors, vous avez soulevé une question qui va fâcher un petit peu. On va quand même l'aborder. Sur la question administrative, effectivement, c'est vrai qu'on a une décentralisation administrative. Or, l'idée ici, c'est pas d'avoir un débat de droit, hein. C'est de voir concrètement, est-ce que la subdivision administrative des collectivités territoriales ivoiriennes répond, et même la ministre, c'est plutôt à vous que je vais poser cette question, mais est-ce que cette subdivision administrative actuelle est alignée sur les ambitions du pays en termes de développement des pôles urbains? Est-ce qu'aujourd'hui, on a une subdivision administrative, il faut le dire, qui vient de la politique aussi. Donc est-ce qu'on arrive à aligner politique et ambition économique du pays en termes de pôle de développement, ou est-ce que c'est une question, c'est une réflexion qu'il y a aussi au sein du gouvernement? Bon, écoutez, je l'ai dit, la politique de développement des pôles, nous avons essayé de la conceptualiser en 2015-2016, et la Côte d'Ivoire bâtit sa décentralisation depuis des décennies. Donc le découpage administratif, il est là. C'est une donnée dont nous nous servons pour pouvoir donc créer cette émulation économique-là. Ce que je comprends de l'intervention de M. Ewi, c'est que il faudrait qu'on puisse moderniser suffisamment l'administration pour qu'à partir, la digitaliser peut-être, pour qu'à partir des territoires, les gens soient autonomes dans tous les actes administratifs, y compris la création d'entreprises. Qu'il n'ait pas besoin chaque fois de revenir vers Abidjan pour pouvoir effectuer un certain nombre d'actes. C'est vrai, ça fait partie du doing business, ça fait partie du processus de modernisation surtout de notre administration. Et là, je pense que l'État y travaille et l'État y travaille bien. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'actes administratifs pour lesquels on n'a plus besoin de se déplacer. Et je crois savoir que justement, on peut même créer en ligne une entreprise et la faire fonctionner. Donc l'État travaille à faire en sorte que l'administration soit moins lourde. Ça aide les entrepreneurs à faire en sorte que l'humain, comme c'est partout le cas, puisse laisser la main à la machine pour plus d'efficacité. Maintenant, la subdivision administrative et le développement des pôles urbains, c'est sûr que l'État, de plus en plus, concède des pouvoirs aux collectivités décentralisées. Mais bien entendu, cela suppose une prise en charge efficace des pouvoirs concédés. Donc l'État a mis à la disposition des collectivités du capital humain. L'État encadre, il encadre l'activité de ces collectivités, mais également donc l'État accompagne ces collectivités pour qu'elles puissent se professionnaliser. L'objectif de la décentralisation, c'est le service au bénéfice des populations. Quand l'État se retire, il faut que ceux qui sont là puissent prendre avec le maximum d'efficacité, d'ailleurs pour une question d'équité au niveau des populations, puissent prendre avec le maximum d'efficacité les services qui leur sont concédés. C'est pour ça que le processus se fait pas à pas. Mais au plan économique, c'est une volonté, une grosse volonté, et ils ont parlé tout à l'heure, tout le monde a parlé de tout ce qui se fait en termes d'infrastructure. Il y a tous ces pôles principaux qui vont bénéficier de zones industrielles. Le DG du port l'a dit, dans sa région déjà, il y a la zone de Bounois qui est assez dynamique, qui se développe assez rapidement, qui va décongestionner fortement à Abidjan pour certains types d'activités. Donc c'est un peu partout, l'État fait au maximum pour que sur le plan économique, le maximum d'activités puisse partir. Plus les compétences humaines vont monter, la capacité de gestion et la gouvernance va monter, j'imagine qu'à un moment donné, parce que l'État n'a pas vocation à investir sur tout le territoire en stand-alone, c'est-à-dire sans d'autres entités, est-ce que
c'est prévu d'ailleurs dans les textes de la décentralisation que certaines collectivités territoriales aillent sur le marché, soit complètement seules sur le financement de certains projets de leur collectivité territoriale. Est-ce que c'est une éventualité qu'aujourd'hui l'État de Côte d'Ivoire considère pour certaines collectivités territoriales déjà, parce que je sais qu'elles n'ont pas toutes la même capacité, mais est-ce que certaines collectivités territoriales auront dans les années à venir cette possibilité-là d'aller seules sur le marché sans forcément l'État derrière, parce que justement elles ont la capacité financière et les capacités humaines? Écoutez, c'est une question pertinente. Tout dépend des ressources, c'est ça, des ressources de ces collectivités. Quand vous vous endettez, il faut rembourser. Donc, il faut peut-être regarder quelles sont les ressources propres que ces collectivités sont à même de générer pour que lorsqu'elles vont voir le banquier, ils puissent faire droit. Sinon, la dette va revenir à l'État. Donc ça, c'est une question qu'on aurait pu poser à mon prédécesseur. Est-ce que l'État est-ce que l'État est prêt? Mais c'est une question extrêmement intéressante parce que les collectivités devraient justement avoir la capacité de stimuler l'investissement dans leur région. Tout à l'heure, vous avez demandé au maire quelles sont les initiatives et il a parlé du ministre du Tourisme. Pas du tout. Il peut tout à fait faire des initiatives pour en tirer les investisseurs en raison des potentialités. Maintenant, quelles sont les marges de manœuvre financières? C'est une question de fiscalité, c'est une question de ressources propres. Ça, c'est des questions, je pense qu'on pourrait, dans le cadre d'autres panels, poser aux personnes les plus adéquates. Tout à fait. Et monsieur le directeur général du port d'Abidjan, on a mentionné effectivement votre commune. Est-ce qu'aujourd'hui, Adiaké, alors bon, Adiaké, ça reste encore petit, mais est-ce que dans la zone d'Adiaké, entre Adiaké et Assini, vous êtes capable, parce que les textes aussi le prévoient, de regrouper en fait vos collectivités pour peut-être avoir une stratégie commune, attirer des investissements? Est-ce que c'est quelque chose que vous envisagez? Est-ce qu'il y a des possibilités ou est-ce qu'il y a même des projets que vous êtes capable aujourd'hui de mener de front sans forcément l'appui financier ou technique de l'État? D'abord, il faut préciser que, Madame l'a dit, l'évolution de statut de nos collectivités territoriales aujourd'hui ne permet pas que nous soyons des personnalités juridiques qui aillent emprunter aux banques. Dans certains pays africains, c'est le cas, avec les effets pervers dont elle vient de parler. C'est vrai, c'est vrai. Mais ici, pour le moment, on n'en est pas là. On n'en est pas là, mais ça ne nous empêche pas non plus d'initier des projets. La grande commune d'Abidjan a parlé des ressources. La grande commune d'Abidjan, certaines ont été autorisées à faire des PPP. Parce qu'en face, il y a des ressources pour faire face. Et là, c'est vrai, la décentralisation, c'est aussi des nobles que ça devrait arriver à la subsidiarité où les décisions se prennent au plus proche des populations avec des ressources propres. Mais je pense qu'on est dans une démarche, pour le moment, on n'y est pas encore. Mais évidemment, il y a la place pour des communes qui ont plus de moyens de faire des choses avec des exceptions en termes de règles de gestion, tant qu'ils ont des moyens pour faire face aux encours. Pour nous, pas seulement Adiaké, Assini, c'est proche, Adiaké, Assini, pratiquement, c'est dans la même zone, donc les interfaces sont là. Ici, cette zone a été décidée par l'État pour être une zone touristique. Forcément, il y a des interactions entre les communes, ce n'est pas des barrières dans les limites communales. Aussi, des projets aujourd'hui, un opérateur a un projet qui est à cheval sur les zones, c'est des sujets qui peuvent être discutés dans l'intérêt des communautés, des populations. Donc, on n'est pas bridé par les limites territoriales. Mais l'autre élément, effectivement, je pense que l'État aujourd'hui crée les conditions de l'investissement avec le code des investissements. Mais l'industrie touristique, il faut que ça monte en puissance. Pour l'instant, la Côte d'Ivoire n'en a pas fait une priorité. On y travaille quand même, on a des potentialités énormes. Mais donc le demain sera forcément meilleur. Mais aujourd'hui, comme vous l'avez dit, Assini, c'est le tourisme un peu particulier de personnes qui ont un peu de ressources. Et ce n'est pas le tourisme d'affaires d'Abidjan, mais Assini, c'est pratiquement
avec l'autoroute qui est en train d'être faite, Assini, c'est à 40 minutes d'Abidjan. Donc demain, Assini, à Diaké, c'est pratiquement le Grand Abidjan. Donc c'est des atouts qu'il faut déjà anticiper et savoir que, surtout en termes de planification, parce que, vous l'avez dit tantôt, hein, aujourd'hui, même la création d'acropoles, ça conduit, ça nécessite une assiette foncière. Donc si déjà dans une commune ou bien dans une région, on n'a pas planifié le développement en anticipant sur l'installation d'industries, demain, ce sera un problème parce que le foncier, quand même, est un facteur important d'installation des industriels. Donc, tous ces sujets sont des sujets qui sont en réflexion, qui sont à débat, qui sont dans notre quotidien, mais on est conscient qu'on n'ira pas à pas. Ce n'est pas du jour au lendemain qu'on va franchir les étapes pour avoir des communes autonomes financièrement, et même là encore, avec les ressources. Mais l'État répartit, fait en sorte que cette disparité de richesses soit lissée par le fait que certaines régions qui ont beaucoup plus d'argent puissent assister d'autres. Et ça, je pense que c'est une initiative qui est louable. Si demain on a le développement des pôles économiques locaux dans certaines zones, ça va peut-être aider à répartir mieux les ressources, mais il faut se dire que les communes ne sont pas loties à la même enseigne. En dehors, effectivement, l'autonomie financière est une question, mais en dehors de ça, est-ce que, bon, je prends un cas très concret, est-ce qu'aujourd'hui, c'est une possibilité entre Adiaké et Assini de bâtir une école hôtelière, par exemple? Ce sera un petit projet, ce sera à taille, et ça aurait complètement du sens. Oui, effectivement, bon, ça c'est bien dit, hein. Abidjan, c'est un débat qui est courant. Hein. Aujourd'hui, le tourisme, si ça doit se développer avec tout ce qui concourt au développement du tourisme. C'est au regret aujourd'hui de constater quand même que même les bons états vous disent qu'ils n'ont même pas de cuisiniers, ils n'ont pas de gens professionnellement formés pour tenir les chambres, etc. etc. Mais une école hôtelière, ça existe déjà. Il y en a une déjà à Bassam, mais qui est quand même limitée dans le champ d'activités touristiques. L'idée de construire une école hôtelière, pourquoi pas? Je vous ai dit qu'on a 800 hectares réservés à Diaké pour une ville universitaire avec des pendants dans l'hôtellerie. C'est sûr que moi, promoteur, peut-être pas, mais un promoteur sera toujours le bienvenu pour commencer à créer un embryon, un cluster qui va permettre de développer davantage cette activité-là. Merci beaucoup. Alors, monsieur le directeur général de Versus, vous voulez, monsieur Sur cette question, je voudrais dire qu'en fait, ce qu'on attend, n'est-ce pas, par exemple, des communes, ce n'est pas qu'elles-mêmes se mettent à créer ce genre d'infrastructures. Si, par exemple, le problème foncier, n'est-ce pas, est bien adressé, tout promoteur qui vient, qui sait qu'il n'y a pas de difficulté, pourrait être intéressé par des zones comme Assini et Adiaké. Et donc, le privé est tout à fait prêt à jouer son rôle, pourvu que les conditions de base soient réunies. Et donc, effectivement, si on sait que dans le développement d'Adiaké et d'Assini, dans la planification, il est prévu, n'est-ce pas, une zone pour créer une école, enfin, hôtelière, les privés peuvent être intéressés, parce qu'ils savent qu'il y a un potentiel qui existe. Et donc, dans le PND, la part qui revient au privé est très importante, et le privé est tout à fait disposé si les obstacles sont levés. Et donc, les obstacles, ça revient, n'est-ce pas, aux collectivités. Et pour le reste... Aux collectivités et à l'État aussi. Et à l'État. Effectivement, les problématiques foncières, bon, c'est... Et à l'État. Aujourd'hui, de plus en plus, je pense qu'on met en place des dispositions pour que, même localement, ces problèmes puissent être gérés. Pour avoir un problème d'ACD, on n'a pas besoin de venir jusqu'à Abidjan. Vous allez, n'est-ce pas, dans toutes les régions, il y a des... Voilà, donc l'État... Il y a quand même de grosses évolutions là-dessus. Merci beaucoup, M. Ewi. J'aimerais revenir vers vous, M. Kouassi, parce que c'est vrai qu'on a, pour clôturer un peu, si vous voulez, sur la question de la subdivision administrative, la CIE est une entreprise, donc elle regarde le territoire ivoirien sur le plan régional aussi. Je sais que vous avez des directeurs généraux de région, c'est ça? Ou des directeurs régionaux, je ne sais pas comment vous les appelez. Quelle est votre vision à vous, la CIE, des régions de Côte d'Ivoire? Est-ce que les différents pôles économiques, par exemple, qui ont été cités par Madame la ministre, est-ce que vous avez la même subdivision du territoire ivoirien sur le plan opérationnel purement? Ou est-ce que vous avez une vision différente? Comment est-ce que vous êtes organisé sur le plan régional? Sur le plan des régions? Oui, merci. Bon, comme je l'ai dit, hein, on a subdivisé, nous, la Côte d'Ivoire en 14 régions.
Et ce qui est important pour nous, c'est la capacité de ce que nous appelons direction régionale, la capacité de ces structures-là à exploiter le réseau, à réaliser la maintenance et à faire la prise en charge des clients correctement. Dès lors, le découpage que nous avons fait n'est pas modifié en fonction du développement. Par contre, on peut densifier, on peut aller à une granularité plus fine. Je le disais tout à l'heure, Madame le ministre, quand on était en petit entretien, que dans la région, par exemple, du nord-est, on a une direction régionale qui est basée à Bangourou et qui va couvrir jusqu'à Bondoukou. Il y a une exploitation à Bouna, il y a une autre exploitation. Donc ça, c'est ce qui existait. Maintenant, à la faveur donc, de l'électrification rurale qui a été engagée par l'État, on voit qu'il y a des zones où initialement il n'y avait pas de réseau, mais le réseau a été développé pour permettre à la population de bénéficier donc, des bienfaits donc, de l'électricité. Dès lors, notre stratégie ne consistera pas à créer d'autres régions, par contre à pousser notre décentralisation encore plus loin. Donc là où, par exemple, à Bouna, on s'arrêtait donc à Bouna où on avait une exploitation, on voit que la région de Doropo s'est beaucoup plus développée. Donc du coup, à Doropo, on va mettre ce qu'on appelle un PAC, qui est un point d'accueil client, et un BTC, qui est une base technique clientèle, pour permettre de prendre en compte justement la sollicitation des clients, la maintenance du réseau. Par contre, les gros moyens vont rester toujours avec des camions grues, des engins spéciaux, vont rester toujours au niveau du Bondoukou. Au cas où l'équipe locale est dépassée par les événements, pour ainsi dire, donc cette équipe lourde-là va intervenir. Donc pour nous, c'est derrière dans du marbre, on a déjà cartographié la Côte d'Ivoire, on a divisé ça en 4 régions en fonction de la densité du réseau. Et maintenant, à l'intérieur de chaque direction régionale qui couvre plusieurs régions administratives, on peut, au fur et à mesure, installer des équipes techniques, installer des équipes commerciales pour pouvoir justement accompagner donc, la population dans l'utilisation de l'électricité. Alors donc du coup votre déploiement à vous en fait correspond, il vient a posteriori en réalité, c'est-à-dire que vous observez l'évolution de l'activité économique des régions pour ensuite vous adapter ou adapter votre organisation régionale en fonction, c'est bien ça? C'est bien ça. Donc okay. En fonction donc, de l'activité économique, on va renforcer une direction régionale, par exemple la direction régionale qui est à San Pedro, n'aura pas les mêmes capacités opérationnelles en termes de matériel, en termes d'engins, en termes d'hommes, que la direction régionale qui est par exemple à Boaké, où il n'y a pas vraiment une zone industrielle assez affirmée, et là où l'exploitation du réseau est peut-être plus facile. Voilà. Donc tout est une question d'adaptation des moyens qu'on met à la disposition de la direction régionale qui a une certaine autonomie, qui a une certaine responsabilité opérationnelle et à qui on a délégué suffisamment du pouvoir pour pouvoir mener les opérations sur le terrain. Alors, Monsieur Kouassi, je vais rester avec vous pour discuter un peu. Bon, on a fini sur la question de la subdivision administrative, mais pour discuter avec vous des besoins. Pour une décentralisation effective, effectivement, on a besoin d'énergie. Il y a eu un article qui est paru il y a quelques jours, il me semble, qui disait que le secteur énergétique sur l'année 2022 ou 2021, 2022, il me semble, était complètement déficitaire. Je suppose que c'est dû au fait que, il me semble que c'est en début d'année 2022 qu'on a eu un souci de pénurie d'eau dans les barrages hydroélectriques. Est-ce que c'est lié, ce déficit structurel de 2022 est lié à cela? Mais la question en fait que je veux poser à travers ce constat-là, c'est encore une fois la capacité. Est-ce qu'aujourd'hui, la capacité énergétique du pays est capable de supporter ces nouveaux pôles de développement qui vont venir? Et si ce n'est pas le cas, quelles seraient les solutions justement pour absorber ces nouveaux types de pôles de développement? Ok, merci. Alors comme on l'a dit tout à l'heure, c'est un système intégré, donc la planification, les investissements, tout ça, ça rentre dans un schéma directeur, comme je l'ai dit. Et comme vous dites, si on est capable de supporter les développements à venir, qui dit à venir dit quelque chose qui est planifié, et donc les infrastructures suivront. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'en matière d'électricité, il y a plusieurs segments. Par exemple, il y a le segment production qui permet donc d'assurer la capacité du pays
en matière disons d'énergie. Maintenant, cette énergie-là, une fois qu'elle est produite, il va falloir la transporter pour aller vers les zones de consommation. Et une fois qu'on arrive dans la zone de consommation, c'est là où rentre en ligne de compte le réseau de distribution. Donc on peut avoir suffisamment d'énergie, on peut avoir un surcroît vraiment d'énergie, mais si le réseau de distribution n'est pas bien développé, bon, il peut avoir quelques problèmes. On n'a pas l'électricité, pas parce que l'État n'a pas suffisamment d'électricité, mais parce que dans une zone bien donnée, il y a une ligne qui n'a pas été bien dimensionnée, ou alors il va falloir faire le renforcement. Voilà, c'est ce que je peux... Donc il y a quand même eu une grande amélioration de la capacité énergétique dans le pays. Madame la ministre, est-ce que vous voulez réagir là-dessus? Est-ce que, au niveau planification, vous arrivez à anticiper ce que ça va donner en termes de besoins, en termes de capacité énergétique pour le pays? Et est-ce qu'aujourd'hui, on est aligné sur les ambitions qu'on se donne pour une croissance future des pôles économiques en devenir? Effectivement, l'intervenant, la CIE l'a dit, la production pour faire face aux ambitions d'industrialisation, parce que c'est ça notre plan national de développement 2021-2025, c'est aller plus loin dans l'industrialisation du pays par le développement de grappes industrielles. Qui dit s'industrialiser, ça nécessite forcément la disponibilité d'une énergie suffisante, d'une énergie de bonne qualité, capable donc de porter les unités de transformation. À partir de là, nous avons au plan sectoriel, donc la politique sectorielle en matière d'énergie vise à cela, faire en sorte que cette énergie, elle soit disponible dans le temps. Maintenant, qu'elle soit diversifiée avec les préoccupations environnementales, on s'est fixé ce qu'on a appelé un objectif de mixte énergétique qui est en lien aussi avec les engagements internationaux de la Côte d'Ivoire. Donc la production d'énergie en quantité, faire en sorte que cette production d'énergie ne soit pas portée seulement sur le gaz, le fossile, mais continuer la production d'énergie à travers les barrages. Je crois qu'on continue d'en faire. Également, on fait du solaire, on fait de la biomasse, et la Côte d'Ivoire a un niveau de mixte qui tout à fait satisfaisant par rapport à nos engagements, et le niveau de la production est assez diversifié. D'ailleurs, vous savez que la Côte d'Ivoire fournit de l'énergie à quelques pays voisins. Il y a la question du réseau. Il y a des travaux qui ont commencé. Le réseau a été il y a la question du réseau. Donc, le réseau qui datait des années 70 a été mis à niveau de façon satisfaisante. Il faut continuer, c'est ce que dit la CIE. Si nous voulons fournir partout de l'énergie, faire en sorte que les usines puissent s'installer partout dans le pays, il faut faire en sorte que le réseau continue de s'élargir. Et tout cela est planifié, donc fait partie donc, du plan national de développement en lien avec les ambitions donc, d'industrialisation du pays. Bien sûr, pour les engagements du président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, de faire en sorte que toutes les villes ou les villages de plus de 500 habitants soient électrifiés. Je pense que nous avons la capacité de faire en sorte que d'ici 2025, cet engagement soit respecté. D'ailleurs, je pense que nous, dans le Bonkani, on sera en queue, mais c'est déjà presque une réalité dans beaucoup de régions de Côte d'Ivoire. L'enjeu, c'est de faire en sorte, justement, continuer à développer le réseau pour que des industries puissent s'installer au-delà de la fourniture d'énergie aux populations. Merci beaucoup. Oh, merci Madame la Ministre. Pour rebondir à ce que vous disiez sur le mix énergétique, effectivement, beaucoup de gens ne savent pas qu'on a potentiellement un mix énergétique parmi les meilleurs de la région, éco-responsable, parce qu'effectivement beaucoup d'hydraulique.
Et vous l'avez dit, il y a des barrages de prévus, de nouveaux barrages. Mais moi, le risque que j'entrevois, et vous allez me dire ce que vous en pensez, c'est parce qu'on a déjà vécu des épisodes de débits d'eau en fait, qui ont tellement baissé qu'à un moment donné, l'État était obligé d'aller acheter sur le marché du gaz liquéfié, ce qui coûte extrêmement cher pour les centrales thermiques. Et donc, le risque demain, c'est d'avoir beaucoup de barrages effectivement hydroélectriques avec de grandes ambitions, mais un débit d'eau qui, compte tenu du risque climatique, se raréfie. Et si c'est le cas, ben effectivement, on a une structure financière de l'énergie qui va être complètement déstabilisée par le fait qu'on sera obligé toujours d'aller acheter du gaz sur le marché. Est-ce que c'est quelque chose, c'est une réflexion que vous menez? Ou est-ce que c'est, je ne sais pas si vous avez déjà eu des échanges là-dessus au sein du gouvernement. Bon, je sais que ce n'est pas votre portefeuille, hein, je vais pas... Non, mais je sais que c'est des préoccupations qui sont prises en charge par le ministre en charge de l'énergie. Au dernier conseil, il parlait justement de production d'énergie avec l'entrée en production du nouveau champ. Champ gazier? Oui, les nouvelles découvertes pétrolières, le champ baleine qui va à la fois accroître notre capacité de production en pétrole, mais également en gaz, pour pouvoir venir renforcer la capacité justement à faire face à ces aléas-là. Et je l'ai dit, au-delà des barrages, il y a le solaire qui est exploité, il y a la biomasse qui est exploitée. La Côte d'Ivoire est un pays agricole avec de grandes capacités en termes de biomasse. Je pense que ça va continuer, le mix. Bien sûr, pour les énergies qui ne se conservent pas, il y a des taux qu'on ne pourra pas dépasser, mais on a certainement du potentiel à exploiter et c'est pris en compte. Et moi, j'ai bon espoir aussi qu'avec tous les efforts qui sont faits en termes de reboisement, que nous allons conserver notre débit de pluviométrie. Merci beaucoup. Très bien. Merci beaucoup. Alors, il y a un besoin qu'on n'a pas encore mentionné. On n'a pas encore beaucoup parlé des ressources humaines. On a de grandes ambitions sur les différents pôles pétroliers, pôles de développement qu'on envisage. Aujourd'hui, déjà, sans même avoir développé ces nouveaux pôles, il y a de grands déficits de ressources humaines dans les secteurs techniques, notamment. Alors, Madame la ministre, je ne sais pas si vous voulez peut-être garder le micro. Ou sinon, je demanderai peut-être l'intervention de M. Humet. Je vous laisse le micro pour l'instant, parce qu'on en avait discuté juste avant le panel. Comment est-ce que vous envisagez, est-ce que vous avez une réflexion sur ce sujet-là particulièrement? Si demain, on a plein d'industries dans les régions et qu'il n'y a pas de techniciens pour les opérer, ben c'est voué à l'échec. Oui, certainement que quand l'État appelle à créer des industries, c'est pour pouvoir donner aussi du travail à notre jeunesse. Donc, il faut qu'elle soit formée et qu'elle soit formée pour pouvoir répondre au marché, aux sollicitations du marché du travail. Je pense que le défi, il est là, faire en sorte que le système éducatif soit au service de l'économie nationale. On a bénéficié pendant longtemps d'une formation qui s'est voulue universitaire, qui s'est voulue beaucoup théorique. Je pense que ces dernières années, on voit quand même une inflexion dans la stratégie de formation de la jeunesse, avec une grande place qui est laissée aux écoles professionnelles, aux écoles de formation technique et également aux grandes écoles qui forment à des choses beaucoup plus opérationnelles qu'à l'université. Je pense que c'est la bonne voie, c'est récent. Aujourd'hui, les centres de formation sont en lien avec le monde du travail pour pouvoir organiser pour les étudiants qui vont sortir la prise en charge des stages de formation. Et pour ceux qui n'ont pas de technicité, il y a le ministre de la formation professionnelle qui fait un travail formidable avec cette question d'école de la deuxième chance où localement ou en lien avec des structures techniques extérieures, on essaie pour des gens qui n'ont pas pu avoir complété une formation scolaire ou universitaire
et qui n'ont pas de savoir-faire, leur donner une certaine technicité. Je pense que pour des travaux très opérationnels, le BTP, les routes, etc., c'est extrêmement important qu'on puisse former des maçons qualifiés, des électriciens qualifiés, des plombiers qualifiés. Et ça, je crois que l'État encourage. Aujourd'hui, nous sommes organisés pour pouvoir offrir ce type de formation. Et l'État encourage. J'ai vu Monsieur le ministre expliquer cela de façon didactique à la télévision. Je voudrais vraiment encourager les jeunes à saisir les opportunités parce que ce dans quoi on excelle, c'est ce qu'on maîtrise. C'est extrêmement important d'avoir un métier et d'avoir un savoir-faire. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Effectivement, c'est un message qui est important auprès de la jeunesse et je vous en remercie de le délivrer. Il n'y a pas que des métiers de bureau qui existent, il y a de tout et effectivement, on peut aussi faire succès dans d'autres métiers que des métiers de bureau. Monsieur le directeur général du port, alors moi j'aimerais aborder le besoin logistique cette fois-ci. On a une capacité logistique qui est relativement faible comparativement à des pays beaucoup plus avancés que nous, en Côte d'Ivoire, et on a effectivement besoin aussi, c'est vrai qu'on a dit qu'il y a des marchés de gros, etc., mais tous ces marchés de gros, il faut que l'infrastructure logistique suive. Est-ce qu'aujourd'hui, au niveau du port d'Abidjan, vous essayez d'anticiper, parce que toute cette logistique qui va être interland, en réalité, n'a pour vocation que de fournir le port d'Abidjan quelque part d'une certaine manière. Est-ce que c'est une réflexion que vous menez autour des besoins logistiques, autour de ces différents pôles de développement futurs? Merci. Je juste dis qu'effectivement, des pôles économiques n'auront de viabilité que si tant est qu'il y a des moyens de les alimenter en intrants et d'exporter des productions, de sortir des productions. Ça suppose, déjà, c'est un coût par rapport à tout ce qui est infrastructure routière dont Madame parlait tout à l'heure, c'est le prérequis. Et il n'y aura pas, aucun industriel n'ira s'installer dans une zone, quoique, même si les fiscalisations sont intéressantes, s'il n'y a pas d'accès, s'il n'y a pas de facteurs de production. Et d'autres éléments à noter, c'est qu'il faut qu'on travaille aujourd'hui, la Côte d'Ivoire travaille aujourd'hui à se doter d'une chaîne logistique vraiment sur le plan national, liée aux infrastructures, au développement des infrastructures. Parce que les nœuds locaux de logistique conduisent à créer des circuits courts. Un opérateur qui a besoin de produits à Ferké, s'il peut avoir ça dans la zone de Korogo, c'est plus intéressant que de venir à Abidjan. Voilà. Et un opérateur qui produit des choses vers Korogo, c'est plus facile de déposer ça dans un port sec vers Ferké. Il se prise en charge plutôt que de venir avec son camion jusqu'à Abidjan. L'un dans l'autre, les éléments logistiques sont connexes à la prospérité des pôles économiques qu'on va créer. Et à juste titre que l'État aujourd'hui, il y a le port sec de Ferké dont j'ai parlé, mais en dehors des ports sec de Ferké, l'idée même de marché de gros répond à ces besoins-là. Une zone de concentration de la richesse, et puis après il y a la distribution, ces zones sont alimentées par des choses venant d'ailleurs, et après, qui sait qui viennent faire des acquisitions puissent aller chez eux. Donc aujourd'hui, le port, c'est une zone principale. Les ports sont des nœuds principaux en termes de chaîne logistique, mais les ports sont viables s'il y a sur l'axe, les axes d'approvisionnement ou à l'intérieur des pays, des zones logistiques secondaires qui permettent souvent même de faire respirer les ports. Aujourd'hui, tout ce qui est dans le port d'Abidjan, l'espace n'est jamais suffisant. Mais avoir une zone logistique au PK24 déjà, ça va soulager le port. En avoir vers Ferké, vers Boaké et sur l'axe du nord, c'est toujours des choses qui permettent de mieux gérer l'arrivée ou le départ de marchandises du port. Donc forcément, ça apporte de la valeur ajoutée. Et je suis heureux de constater que l'État y travaille. Et sur l'axe Abidjan nord et sur l'axe San Pedro nord aussi, l'État y travaille. Aujourd'hui, l'idée, c'est de pouvoir développer des axes de manière transversale. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est innervée par des axes nord-sud. Il s'agit aujourd'hui de travailler à avoir des axes ouest-est transversaux qui permettent justement de mieux faire la distribution, de créer des nœuds logistiques qui créent vraiment des circuits. Voire même régionaux, parce que je sais que Korogo, Djéné commerce beaucoup aussi avec le reste de la région Interland. Oui, quand on le dit, c'est pas seulement, je le dis, c'est pas à la l'échelle de la Côte d'Ivoire, mais ça les choses sur le journal. Ce qui est fait en Côte d'Ivoire, sa vocation sous-régionale. Vous voyez bien que les industries installées en Côte d'Ivoire travaillent pratiquement pour la sous-région.
Donc si nous concevons notre chaîne logistique nationale intramuros, ce sera une erreur. Il faut intégrer le fait que nous sommes ouverts à l'extérieur, au Ghana à l'est, au Burkina, au Mali, au nord, en Guinée, Libéria, du côté ouest. Et ces choses-là permettent justement de mieux établir les chaînes logistiques qui approvisionneront les zones de pôles économiques seront créés. Tout ira ensemble, des besoins de capacité de production en énergie, en électricité, en eau, etc. Tout va aller ensemble avec les problèmes de gestion des chaînes logistiques. Parce que si vraiment demain on va avoir attirer devant les opérateurs dans des zones spécifiques en dehors d'Abidjan, il faut leur offrir tous ces atouts-là. Juste pour finir sur cette question, au niveau du port d'Abidjan lui-même, à un moment donné, j'imagine que la capacité intrinsèque même du port logistiquement sera relativement limitée. Est-ce qu'il y a des axes de développement du port qui sont envisagés déjà à ce stade-là? Je sais qu'il y a déjà eu pas mal de travaux au niveau du port, mais est-ce qu'il y a encore des axes de développement qui sont prévus? Bon, effectivement, les ports, souvent les notions sont un peu imbriquées. Il y a le port, l'espace de rupture de charge bateau, terre, et souvent les zones portuaires qui sont vues comme le port. Oui. Évidemment, ce dont vous parlez, c'est les zones portuaires. Les ports sont des pôles économiques importants parce que simplement, la proximité des ports est un facteur de rentabilité pour certaines industries qui ont besoin de beaucoup d'intrants. Effectivement, aujourd'hui, la zone portuaire d'Abidjan est congestionnée. Congestionnée parce que la ville, finalement, a rattrapé le port. Parce que ceux qui sont là, les anciens nous disent qu'avant, le port d'Abidjan était en brousse. Mais là, aujourd'hui, le port d'Abidjan est en pleine ville. Et comme la ville n'a pas reculé, c'est le port qui doit se débrouiller pour autre chose. Mais l'État, il y a des réserves foncières portuaires qui sont là. Il y a des réserves foncières importantes, mais de l'autre côté du canal de Vridi, ce n'est pas accessible aujourd'hui. L'État, Madame le ministre est là, l'État travaille justement à ce qu'on puisse avoir un accès dans cette zone-là, qui nous permettrait de, bon, pont au tunnel, mais ça nous permettrait de pouvoir d'accéder à des réserves foncières portuaires de l'ordre de 3000 hectares. Mais même 3000 hectares, ce n'est pas beaucoup. On travaille aujourd'hui à ce qu'il soit davantage. Autant c'est facile demain d'habiter Toumoudi, de travailler à Abidjan avec l'autoroute, d'habiter à Boisseau et travailler à Abidjan, autant c'est pas facile de construire un nouveau port. Donc aujourd'hui, nous sommes en train de plaider au niveau de l'État pour qu'en termes de planification du développement de la ville, qu'on fasse une place importante au port pour le futur. Pour le futur. Si on laisse le port être entouré pratiquement d'habitations partout, beaucoup de ports africains vivent cette situation-là. Nous, on a la chance d'avoir encore une zone un peu vierge, 3000 hectares de réserves foncières portuaires, mais jusqu'à Jacquesville, c'est encore vierge. On plaide à ce que l'État fasse la part belle en termes de réserves foncières portuaires. Je prends un cas simple, juste pour ne pas vous distraire, mais le port de Havre a 125 ans aujourd'hui, mais ils ont 8000 hectares de réserves foncières, 525 ans d'existence. Ils ont 8000 hectares de réserves foncières. Nous, à peine 60 ans, on n'a que 3000. Et comme je crois un peu au développement de la Côte d'Ivoire, on ne le fera pas pour nous, mais pour le futur. Parce que bon, si on obère un peu ces réserves foncières-là, demain, ce sera un problème pour nos enfants, je dirais. Je comprends que c'est un plaidoyer fort. Oui, c'est un plaidoyer fort. Comme Madame le ministre est là, je suis sûr qu'elle va porter ça là où il faut. Voilà. Écoutez, on n'a plus beaucoup de temps. Il me semble qu'on a encore 10 minutes, c'est ça pour les questions? Que pour les questions? Ça marche? D'accord, bon. Bon, j'avais une autre... Bon, c'est pas grave, je vais laisser plutôt les questions du public alors, parce que j'avais une dernière question à poser. Il y a une question de Monsieur Zézé, oui, qui a monopolisé le micro. Alors, bonjour. Deux petits points, Madame la Ministre. Le premier, c'est sur les collectivités décentralisées. Tout à l'heure, Youssouf parlait de leur capacité à accéder à des financements sans la garantie de l'État. Quand nous avons décidé de faire les notations financières des collectivités locales, parce que nous avons déjà noté quelques collectivités locales en Côte d'Ivoire, notamment le plateau, Port-Bou et les districts. Et il y a deux approches. L'approche de la levée de fonds sur des projets lucratifs, donc des projets qui vont rembourser justement cette levée de fonds sans que l'État ne soit obligé d'intervenir. Et il y a certainement la levée de fonds où ce n'est pas forcément pour des projets lucratifs. Ceci dit, est-ce que le problème en réalité, en termes de ressources propres même des collectivités locales, n'est pas l'unicité des caisses?
est-ce que la possibilité que les collectivités locales retiennent à la source ce qui leur revient et qui leur permettrait d'avoir une garantie vis-à-vis des institutions financières, de dire on sait que chaque année, légalement, on gagne fiscalement au moins ce montant, il est garanti, on le retient à la source et on pourrait éventuellement penser à d'autres sources de revenus. Et je crois que ça, c'est peut-être un gros frein au développement, à la décentralisation, l'unicité des caisses, où les collectivités locales doivent tout reverser à l'État, qui finalement ne leur reverse pas ce qu'il doit leur reverser, donc ça les met dans une situation de perfusion. Et évidemment, pour les institutions financières, c'est difficile de financer des gens qui sont sous perfusion. Maintenant, on a parlé tout à l'heure, le deuxième point, c'est sur l'électricité. Parlons de décentralisation économique qui nécessite naturellement l'électricité, l'énergie, l'électricité en priorité quand on parle d'industrialisation. On parle de déficit du secteur. Et là, tout à l'heure, on a abordé la problématique de développer les capacités de production d'électricité. Mais on n'a pas parlé, on ne parle pas souvent du prix de l'électricité. Et je crois que c'est extrêmement important qu'on comprenne tous que le prix de l'électricité doit suivre une logique de marché. Donc ce déficit ne va pas être résorbé par le développement additionnel d'infrastructures, puisqu'il faut investir à nouveau. Est-ce que ce déficit ne va pas être résorbé par un ajustement du tarif qui correspond à la réalité du marché? C'est un tarif qui stagne depuis longtemps. Je comprends que politiquement, ce n'est pas quelque chose qui fascine, mais c'est une réalité. C'est-à-dire qu'on ne fait pas suffisamment de pédagogie sur l'utilité que le prix de l'électricité ou de l'eau augmente en fonction du marché. Et peut-être que ce serait de réellement adresser cette problématique du prix qui ne suit pas la réalité. Voilà. Donc ce sont mes 2 points pour l'instant. On va répondre mais du coup, c'est deux questions pour la ministre ou questions ouvertes. D'accord, très bien. Très bien. Il n'est pas gentil, c'est pas bien grave. J'y vais. Allez-y. Ben, écoutez, moi je vais commencer par la deuxième question qui me réjouit beaucoup parce que effectivement le déficit du secteur est justement lié au fait que l'État est très attentif à faire en sorte que les prix soient maîtrisés. Vous savez que l'électricité est subventionnée pour une certaine catégorie de la population. Également, nous sommes en période où nous avons une inflation qui est un peu importée et pour laquelle l'État est soucieux de ce qu'on ne puisse pas s'éloigner trop des normes internationales. Alors le secteur n'était déjà pas en équilibre à cause des différentes subventions. Et avec la hausse du prix de l'énergie et les efforts que l'État fait pour ne pas répercuter, parce que, comme vous le savez, dès que le prix de l'énergie augmente, cela est automatiquement répercuté. Quelquefois, on a l'impression que c'est répercuté au-delà même du niveau d'augmentation du prix de l'énergie sur les prix d'un certain nombre de biens de consommation ou de services et que ça vient donc obérer le pouvoir d'achat des populations. Je crois que mon collègue de l'industrie et du commerce est en discussion avec les opérateurs pour voir quelle est la bonne conduite. Comment faire pour refléter la réalité du marché sans que les populations et les entreprises aussi n'en souffrent pas de façon exagérée. C'est une question importante. C'est une question d'autant plus importante que l'État a besoin de rester dans un certain niveau de déficit budgétaire.
il faut que les finances publiques soient soutenables. Et pour que les finances publiques soient soutenables, il faut que le niveau de subvention que l'État peut accorder ça et là, il n'y a pas que l'énergie, il y a le prix du pain, il y a aussi. Donc, il y a cet équilibre aussi à trouver au niveau des comptes de l'État. Et je pense que les ministres techniques sont en discussion pour voir qu'est-ce que nous pouvons relâcher pour ne pas trop s'éloigner d'un déficit ancien qui lui-même existait. Alors, la première question, c'est le financement des collectivités et l'unicité de caisse. Vous savez, c'est un grand débat. Je l'ai dit tout à l'heure, toutes les populations de Côte d'Ivoire ont droit à des services de qualité. Toutes les collectivités n'ont pas les mêmes capacités de générer des ressources. Le principe de l'unicité de caisse permet à l'État de collecter sur tous et de redistribuer à tous et permettre à ceux qui n'ont pas la capacité de générer des ressources propres d'avoir quand même des services de base. C'est une question de philosophie. Mais avec de l'imagination, vous l'avez dit, les collectivités ont tout à fait la possibilité de faire des partenariats avec le secteur privé sur des projets pour lesquels, sur des activités pour lesquelles donc, ils ont de la ressource, ils ont de la compétitivité, ils ont la possibilité de faire du partenariat avec le secteur privé pour générer des activités lucratives sans que l'État n'ait à intervenir. C'est une question d'initiative, c'est une question de compétence, c'est une question de, comment on va dire ça, se donner les moyens. La législation le permet tout à fait. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Madame la Ministre. Est-ce qu'on a d'autres questions? Oui. Oui, allez-y, Madame Nadine. Ah, désolé, vous serez juste après, vous inquiétez pas. Alors, je suis Nadine Blas, promotrice des Journées nationales des chefs d'entreprise. Ma question va s'adresser à Madame la Ministre du Développement du Plan. Pour travailler à notre... On peut avoir un autre micro peut-être, parce que je pense qu'il y a un déficit. Oui. C'est bon ou pas? Sinon, moi je vous entends. Allez-y. Allez-y. Alors, je disais que je suis Nadine Blas, promotrice des Journées nationales des chefs d'entreprise, qui est un forum qui se tient de façon tournante dans nos bourgades, dans nos localités, je dirais dans nos différentes régions. Alors, pour ce faire, pour travailler à la valorisation du potentiel économique de toutes nos régions, nous nous appuyons sur le PND, qui n'est pas régionalisé. Alors, ma question va s'adresser à Madame la Ministre du Développement et du Plan. C'est que nous faisons un mix entre le PND et le plan stratégique de développement des différents conseils régionaux pour ressortir leur potentialité économique et l'adresser au secteur privé. Question directe, Madame la Ministre. Comment est-ce que vous alignez la déconcentration économique, sachant que nous sommes dans une décentralisation politique, je dirais territoriale, avec d'une part 14 ministres-gouverneurs, ce qui est nouveau, et je dirais 14 districts, et d'autre part 31 régions. Vous en avez parlé, vous avez parlé des pôles économiques, mais véritablement en parlant business, en parlant économie, en parlant déconcentration économique, comment est-ce que vous alignez cela, sachant qu'ils sont tous les deux acteurs de développement? Merci, Madame la Ministre. Merci. On va prendre la seconde question. Et puis, mais ça rejoint effectivement une des questions qu'on avait sur le panel. Alors, je ne vais pas dire qu'elle n'a pas été complètement répondue. Allô? Allez-y, je vous en prie. Allô? Ok. Bonjour, Madame la Ministre. Bonjour, éminents panélistes. Je suis Laetitia Gadebekou-Ouattara. Je suis la directrice pays du groupe Endeavour Mining et aussi vice-présidente de la Chambre des mines de Côte d'Ivoire. Alors, je représente un secteur qui est en général actif en région. Donc, le thème vraiment m'interpelle énormément. Juste en 2 minutes, le secteur minier, selon certains chiffres de la SFI, produit un développement induit lorsqu'il s'installe dans une région multiplié par 5. Aujourd'hui, on se rend compte que
beaucoup d'actions sont menées par les compagnies minières, en l'occurrence la contribution à des fonds locaux de développement minier, où on contribue quand même à hauteur de plusieurs milliards de francs CFA. Moi, je représente un groupe qui détient la mine de Ity, le complexe minier de Ity, dans l'ouest de la Côte d'Ivoire, où l'année dernière, nous avons versé environ 2,3 milliards au fonds de développement minier. Donc, je ne connais pas les budgets d'une mairie, mais je pense que ça peut être équivalent, et avec ça, on peut faire beaucoup de choses. Donc, je voulais savoir, en plus de ça, nous développons une mine industrielle dans la région de Dabakala, et on se rend compte que lorsqu'une mine s'installe, l'objectif d'une compagnie minière, c'est que les employés et que l'écosystème dans ces villes-là se développe, parce que c'est tout bénéfique pour nous, que nos employés soient dans les régions ou dans les villes, on va dire, avoisinant la mine, plutôt que d'arriver à Abidjan. Mais on se rend compte que toutes les infrastructures ne sont pas développées. Il n'y a pas d'école, il n'y a pas d'infrastructure sanitaire pour accueillir, justement, pour recevoir tous les besoins des employés. En général, on compte entre 1500 et 3000 employés lorsqu'une mine s'installe, donc en termes d'emplois directs et indirects. Alors moi, je voulais savoir, est-ce qu'il y a des synergies vraiment qui sont établies entre votre ministère, le ministère du Plan et du Développement, et le ministère des Mines, et aussi parallèlement avec les autorités territoriales, donc les préfets qui gèrent ces fonds-là, parce qu'on se rend compte que justement, avec ces fonds-là, il y a des projets qui sont financés qui peuvent ne pas cadrer avec les objectifs du gouvernement ou les actions qui sont dans le PND. J'ai une autre question pour la CIE. Vous avez parlé tout à l'heure, on est le plus gros client de la CIE, hein, le secteur minier, donc très énergivore. Nous expérimentons des problèmes aujourd'hui de coupure et donc il y a un impact sur nos opérations et sur nos coûts parce que nous sommes obligés d'utiliser des gensets. Est-ce que vous aussi dans la planification, peut-être que ça s'adresse à la Côte d'Ivoire Énergie, je ne sais pas, est-ce que dans votre planification énergétique, vous prévoyez justement l'ouverture de nouvelles mines? Il y a 2 mines industrielles qui ont ouvert ou qui vont ouvrir cette année, donc une à Daloa, une à Séguéla, et nous allons ouvrir une mine industrielle en 2024. Est-ce que tout cela est pris en compte aussi dans le PND, justement dans la structuration de cette nouvelle, de ces villes à proximité des complexes miniers, et ainsi la CIE ou Côte d'Ivoire Énergie, est-ce que l'ouverture de ces mines-là est prise en compte dans votre planification? Merci. Merci beaucoup, Mme Ouattara. Juste une précision sur le fonds auquel vous contribuez. C'est un fonds qui est public, c'est ça? Exactement. En fait, c'est une obligation du code minier que les compagnies doivent contribuer 0,5% de leur chiffre d'affaires à ces fonds-là qui sont administrés par les préfets de région. Très bien. Donc la question, c'est vraiment l'utilisation de ces fonds. Exactement, parce que c'est les préfets. Mais est-ce qu'il y a une adéquation ou une synergie avec le ministère pour que les projets soient en ligne avec les objectifs du gouvernement? Merci beaucoup. Alors, on va prendre juste une dernière question d'un internaute qui nous est posée. Alors la question de l'internaute, c'est comment encourager la collaboration entre les gouvernements locaux, donc les collectivités territoriales, les entreprises et la société civile pour promouvoir un développement économique durable en Côte d'Ivoire. Alors bon, voilà, on va dire que c'est une question ouverte. Bon, peut-être on va l'adresser justement à M. Yen Sié, qui lui est élu local, donc il pourra peut-être mieux y répondre. Or, Madame la ministre, première question donc de Mme Bla, c'est d'abord sur l'alignement mais ça rejoint un peu la question sur l'alignement de la subdivision administrative. Elle a mentionné notamment les districts, les 14 districts, comparativement aux 30 régions. Mais quel est le rationnel entre la politique et le volet économique de cette subdivision-là? C'est ça. Ben, écoutez, ce que j'ai compris de l'intervention de Madame, c'est que elle voudrait un peu plus d'économie par rapport à davantage de politique. Mais vous savez, nous, l'État, pour un développement rationnel de nos pôles, de nos régions, a besoin de planifier. Il a besoin de connaître le potentiel, il a besoin d'encadrer les acteurs, que ce soit les acteurs locaux, et il a besoin de faire en sorte que le maximum d'informations lui remonte et que le maximum de synergie existe entre les découpages administratifs qui existent déjà. Vous avez noté que les districts qui sont créés ont quand même une logique de rassemblement. Lors de la première question sur les synergies entre les différents pôles, on l'a dit,
Le découpage administratif est une donnée pour nous, puisque la Côte d'Ivoire se décentralise depuis. Et les organisations qui viennent ont pour objectif, justement, étant donné les communes, lorsque vous avez cité, mon voisin a ajouté les collectivités communales, vous avez les communes, vous avez les régions, vous avez les districts, et puis il y a les ministres-gouverneurs, c'est ça, les districts. Donc c'est par, comment on dit ça, par cercle circoncis, vous les prenez dans des cercles plus grands pour faire en sorte que, par exemple, les ministres-gouverneurs sont en train, quelquefois avec l'accompagnement du ministère du Plan, en train d'essayer de voir les plans stratégiques, les schémas de développement de leur district. Donc ça va nous permettre justement dans le cadre, en relation avec les études de pôle économique compétitif, regarder quelle synergie on peut faire entre les économies de ces grands ensembles-là, qui sont bien plus grands, plus faciles peut-être à mettre en synergie que des régions qui sont beaucoup plus petites en termes de volume d'investissement. Donc il y a quand même une logique économique, une logique de mise en synergie et une logique d'encadrement administratif qui est centralisée au niveau des ministres-gouverneurs. Donc, on ajoute les collectivités qui, elles, bien sûr, sont dans les collectivités communales qui sont dans cet ensemble. Est-ce que je continue avec ma... Juste pour finir sur cette question, c'est des ensembles qui sont encore jeunes. Donc, les districts, les 14 districts en question, ils sont nés quand il y a juste quelques années. Hein, il y a juste 2 ans, c'est ça à peu près. Donc, bon, c'est encore jeune, donc on verra, on pourra voir si on a les résultats de cette subdivision-là sur le plan économique. Je pense qu'on aura le temps de le voir. Or, la première question de Mme Ouattara est très intéressante. Alors moi, je ne savais pas qu'il y avait un fonds public qui était alimenté par les mines. Je ne sais pas si vous êtes au courant. Alors, qui a la gestion déjà? Est-ce que, bon, j'imagine que c'est les préfets à qui vous vous référez, Mme Ouattara, non? Bon, oui et non, d'accord. Bon, du coup, qui a la gestion de ces fonds et comment est pilotée l'utilisation de ces fonds? Alors, il faut, comme l'a dit, pour tous les miniers, il y a ce fonds, c'est des fonds locaux en réalité, qui font obligation aux miniers d'alimenter le fonds en vue de faire des investissements au profit des populations riveraines. C'est cela, madame. Donc, madame voudrait savoir si les investissements sont en lien avec... La synergie avec justement la stratégie de développement, c'est ça, hein? La synergie de l'utilisation de ces fonds. Ce genre, comme on a dit, c'est des fonds locaux. Donc, c'est du développement local. C'est de la démocratie locale, c'est les populations à travers le comité de gestion qui doit dire, je crois qu'il est présidé par les préfets. Il est présidé par les préfets. Donc, c'est les comités qui doivent affecter l'utilisation de ces ressources-là. Je sais qu'il y a eu beaucoup de problèmes de différentes natures dans l'utilisation. Peut-être que c'est l'encadrement aussi de la gestion, la réglementation. Il faut que, je crois que le ministre, c'est plus le ministre des Mines qui a posé la problématique et qui est en train de réfléchir à un mode de gestion consensuel et où les investissements seraient faits au bénéfice et avec l'accord de tous. Le fonds est en réforme. Je crois que vous le savez, les miniers le savent et ça va sortir. Mais ce que vous dites est important. Les miniers s'installent avec des chiffres importants dans un écosystème et on aimerait voir encore plus de rejaillissement sur l'écosystème. Vous avez parlé de villes de 3000 personnes. Est-ce que madame peut nous dire, est-ce que lorsqu'ils vont dans des villes avec 3000 personnes, 3000 employés, vous avez un lien avec des opérateurs locaux qui vont fournir vos zones, soit en produits alimentaires, en produits de... Est-ce que vous avez cet impact-là en termes de développement des zones sur les questions de production? Parce que c'est important. Moi, je suis allée visiter il y a longtemps, il y a peut-être 5 ans, une mine
Et puis j'ai vu un joli village qui a été construit. Je me suis dit, ah, c'est bien, les opérateurs. Non, tout était importé. Les maisons préfabriquées sont venues de je ne sais où et ont été implantées. Vous comprenez que ça n'a pas beaucoup d'impact sur l'économie locale. J'espère que l'alimentation des mines, la fourniture d'intrants, etc., vous arrivez à créer des écosystèmes qui réjaillissent sur l'économie locale. Parce qu'au-delà de l'utilisation du fonds pour les écoles, pour les centres de santé, etc., il serait bien que ce genre d'industrie soit aussi génératrice d'emplois au-delà des travailleurs directs dans la mine. Il faut que ça marche dans les deux sens. Mais je comprends que si la question a été posée, c'est qu'il y a eu peut-être des choses que vous avez vues en termes de gestion. D'accord, mais Madame la ministre, on vous invite à venir sur un site minier. D'avoir justement un impact au niveau de la fourniture locale, mais au niveau des emplois aussi. Nous sommes en collaboration avec des ministères partenaires comme le ministère de la formation professionnelle dans le cadre de l'école de la deuxième chance pour former justement des gens qui vont pouvoir travailler sur nos installations minières. Donc je vous invite officiellement et j'espère que j'aurai une réponse devant tous ces témoins. Je voulais vous remercier pour la formation des jeunes. Comme je l'ai dit, le ministère, le ministre, il est très proactif, il est en lien avec beaucoup de chantiers que vous voyez où il place des jeunes en formation. Je me réjouis qu'il aille vers les miniers. J'irai regarder vos jeunes en formation. J'irai également regarder les petites plantations qui vous fournissent en tomates parce que j'espère que tout ça n'est pas importé. Je vous remercie de l'invitation et je vais venir. Merci. On n'a plus du tout de temps. On n'a plus du tout de temps malheureusement, mais il y a quand même les deux questions auxquelles on n'a pas encore répondu. C'est celle sur les coupures d'électricité en zone minière. Pour M. Kouassi, est-ce que vous pouvez nous apporter déjà une réponse là-dessus? Je sais que ça n'implique pas que la CIE, hein, il me semble que ça implique aussi d'autres acteurs du marché. Les zones minières actuelles ont des soucis d'électricité. Celles qui vont s'ouvrir, il faut les prévoir. Est-ce que vous anticipez toute cette charge nouvelle qui va venir sur la CIE, sur l'énergie, globalement? Ok, merci. J'accepte la question de la dame parce qu'elle est cliente. Donc, quand elle dit qu'ils ont des problèmes d'électricité, bon, je l'accepte. Mais sinon, si on prend l'échelle, c'est pas que les miniers n'ont pas un problème de coupure particulier par rapport aux autres régions. En fait, les mines, c'est des unités très, très, très puissantes en termes de consommation et surtout en termes de puissance. Et donc, dans la construction du réseau, au départ, si on n'a pas prévu suffisamment d'alternatives de sécurité N-1, évidemment, lorsqu'il y a un incident sur le réseau, ces miniers-là prennent ça en plein pot. Il y a certains d'entre eux qui ont des backups, c'est-à-dire que notamment la mine de Tongon, je crois qu'il aussi, où lorsqu'il y a une coupure d'électricité pour quelques heures, leur propre production leur permet de lisser et de telle sorte à pouvoir continuer. Mais il y en a qui n'ont pas de backup et sur ces questions-là, on est en train d'y réfléchir. Il faut savoir que pour cela, la CIE a mis en place une direction commerciale business, qui est une direction commerciale qui est spécialisée dans la gestion vraiment des grosses industries. Et les miniers en font partie. Et donc cette direction-là, bientôt vous allez voir sa production. Essayez de vous accompagner dans les raccordements pour avoir le meilleur raccordement possible. Et puis vous accompagner dans la gestion. C'est une organisation qui est nouvelle, c'est ça? C'est une direction commerciale qui est nouvelle. On a spécifié un peu une direction commerciale pour le segment des grosses industries comme les miniers. Très bien. Merci beaucoup, M. Kouassi. Alors, la toute dernière question, c'est celle de l'internaute que je ne voulais pas manquer. Monsieur Yensier, l'internaute, il nous demandait quelles étaient les possibilités de collaboration justement entre les collectivités territoriales, les entreprises et la société civile dans le cadre d'un développement durable, j'imagine développement local surtout. Est-ce que vous expérimentez des choses dans ce sens-là? Je dirais que c'est notre quotidien. C'est notre quotidien, surtout les sociétés civiles. Dans une commune, on croit que les maires
soient élus sur des étiquettes politiques, c'est quand même des gens de développement. Et notre intérêt, c'est que le travail soit se fasse avec tout ce qui est sur place, tout ce qui est sur le terroir, pour pouvoir avancer. Et le gouvernement, en termes de collaboration, vous comprenez bien que c'est... Peut-être madame va répondre. Le gouvernement, en ce qui le concerne, fait ce qu'il a fait en termes de rôle régalien, et qu'en créant les conditions d'accompagnement des collectivités locales, qui sont les émanations. Les maires que nous avons avec nos petits budgets, essayons de faire ce qui est faisable. La société civile, elle est là souvent en termes d'éclaireurs. Souvent attirer l'attention sur certaines situations, parce que, comme je l'ai dit, tout n'est pas que politique. Maintenant, avec les opérateurs, les entreprises, évidemment, si demain les municipalités ont plus de ressources, c'est clair que c'est beaucoup plus de boulot pour les entreprises dans les zones. Et il faut lier ça avec le développement du tissu économique local. Si demain, dans une collectivité donnée, Abidjan, par exemple, les communes d'Abidjan ont beaucoup plus de ressources, ça draine autour beaucoup plus d'initiatives locales en termes d'entrepreneuriat. Et c'est au prorata des ressources des uns et des autres que les entreprises aussi ont quelque chose à faire. Mais je dis que c'est notre quotidien de faire en sorte que écoutez, les choses se passent dans les meilleures conditions possibles, avec les petits moyens que nous avons. Mais sauf que parfois, évidemment, les maires sont débordés. Parce que le thème maire, chez nous, ça ne s'écrit pas avec AI, mais c'est E à Saint-Grave. Donc voilà, c'est la mère qui doit s'occuper de tellement de choses que bon, on fait que ce qu'on peut faire. Mais c'est notre quotidien et notre souhait, c'est que cette collaboration se renforce. Mais voilà. ça rejoint quand même le point de Mme la ministre sur le fait que, effectivement, en termes de ressources humaines, il y a aussi de la progression à aller chercher. Oui, il y a à la matière, bon, parfois, c'est pas partout, hein, c'est qu'en termes je parle de compétences, le personnel est affecté par l'État. Bon, personnel affecté par l'État sur lesquels on n'a pas trop de moyens de pression et qui parfois n'est pas à la hauteur de nos attentes. Mais bon, on essaie de compenser ça par d'autres choses. Si tant est que ce n'est pas la compétence, parfois c'est la compétence qui est carrément qui est en cause, parce qu'en réalité, je pense que Madame la ministre est là, il y a au niveau des ministères de tutelle, il y a des nominations dans des corps. C'est-à-dire que quelqu'un qui est au ministère de l'Intérieur peut être nommé demain dans le corps des techniciens. Ça arrive dans le corps des financiers. Et ces nominations dans ces corps-là conduisent à la affectation pour jouer des rôles opérationnels, alors que ce n'est pas ça en background. Donc, c'est des cas parfois isolés, mais c'est des cas qui arrivent. Et bon, dans le cas des réformes, globalement, je pense que ces sujets-là, quand on a l'occasion de rencontrer le ministre, c'est des sujets qui ont été posés par la fêtière des maires, dont je suis premier vice-président. Et on a bon espoir que ces sujets-là seront traités pour des solutions dans l'intérêt de tout le monde. Très bien. Merci infiniment à vous tous. Je vous prie d'ovationner nos panélistes, s'il vous plaît, qui se sont brillamment prêtés à l'exercice. On a débordé un petit peu sur le temps, je vous prie de m'en excuser, mais je pense que ça a été passionnant autant pour moi que pour vous, je l'espère en tout cas. Et puis je vous souhaite une bonne continuation au risque pays Bloomfield Investment. Participez, profitez, et puis à l'année prochaine, je l'espère bien.